Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Ce que vous entendez, eh bien c'est le son du soleil enregistré par la NASA il y a quelques années seulement. Une belle introduction pour notre sujet du jour, les technologies spatiales propulsées par notre étoile. Une nouvelle start-up justement vient d'être révélée au grand jour, Gamma, qui promet une technologie alimentée par le soleil pour voyager dans le deep space. Alors c'est l'occasion pour nous de faire le point sur les possibilités technologiques que nous offre le soleil aujourd'hui, les défis mais aussi les bénéfices qui vont en découler. Alors pour en parler en plateau, le cofondateur et président de Gamma, Louis de Gouillon-Matignon. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Alors en révélant votre technologie cette semaine, vous avez aussi annoncé avoir levé 2 millions d'euros près du CNES, de BPI France et d'entrepreneurs privés. On va y revenir dans cette émission. À vos côtés, François Alter, conseiller stratégique au CNES. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Smart Space. Alors, le soleil pour propulser un vaisseau spatial, ça paraît un peu fou. La technologie est assez connue. On se sert de ce qu'on appelle la pression de radiation, la propulsion photonique. On déploie des espèces de grandes surfaces réfléchissantes dans l'espace et on révolutionne le transport spatial sur longue distance. C'est ça l'objectif de Gamma. Aujourd'hui, nous sommes une jeune start-up d'une douzaine d'employés basée en région parisienne et vraiment notre objectif, c'est de rendre le système solaire plus accessible. On a observé sur les 10 dernières années une réduction des coûts de lancement, une réduction des coûts d'accès à l'orbite, notamment avec le format CubeSat. On voudrait que la même révolution opère dans l'espace plus lointain. On voudrait pouvoir aller faire de la science sur Vénus, d'aller pouvoir explorer des astéroïdes, d'aller pouvoir faire de la météorologie de l'espace, et ceci à moindre coût pour permettre d'abord à des scientifiques, puis à terme à des entreprises privées et commerciales de pouvoir faire ces opérations dans l'espace à moindre coût. Alors on va prendre le temps de développer tous ces points, parce qu'on a 20 minutes quand même. Nous discutons ensemble. François Alter, les projets de propulsion de vaisseaux spatiaux dans l'espace via le soleil, le CNES y croit à fond? Ah bah écoutez, nous de toute façon on y croit et de toute façon c'est déjà en œuvre avec d'autres modes de propulsion, pas uniquement effectivement la voile solaire, puisque on fait de la propulsion électrique depuis un certain temps. Donc c'est effectivement on utilise l'énergie solaire, enfin photovoltaïque, pour en fait avoir des moteurs qui soient déjà plus efficaces. Et donc la voile solaire, en fait, c'est une autre technologie. Et effectivement, on a à notre disposition de plus en plus de technologies qui permettent d'adresser des missions différentes, d'aller de plus en plus loin, de plus en plus vite, et avec des coûts de plus en plus réduits. Et c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse très fortement, bien entendu. Alors c'est important de préciser pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. On ne parle pas ici de panneaux photovoltaïques comme ceux qu'on voit sur l'ISS. L'idée, c'est pas ça, c'est pas de mettre sur une voile des panneaux photovoltaïques. Est-ce qu'on peut reprendre un petit peu cette technologie, comprendre à quoi ressemblera la vôtre, mais qui ressemble aussi à beaucoup de modèles? On va voir qu'il y a d'autres modèles qui existent, et comprendre comment ça fonctionne précisément. Pour que les téléspectateurs comprennent, quand on va dans l'espace, on utilise un lanceur, un vecteur, une fusée. On s'arrache de la gravité terrestre et on est mis à poste autour de la Terre ou parfois sur des trajectoires dites interplanétaires. Une fois dans l'espace, on a des types de propulsion qui aident les satellites, soit pour faire des maintiens à poste, soit pour corriger très légèrement les trajectoires, pour faire ce qu'on appelle du réorbiting, pour nous rehausser un petit peu d'un point de vue de l'altitude. Et ces technologies en général sont soit dites des propulsions dites chimiques, soit des propulsions dites électriques. La voile solaire est un troisième type de propulsion qui arrive sur le marché, grâce notamment à l'aide du CNES, on y reviendra, puisqu'on a été énormément aidé sur ces questions par l'Agence spatiale française, pour révolutionner sur des longues distances les trajets des sondes, des satellites. L'idée est la suivante. On emmagasine, on plie au sein d'un satellite une espèce de grande surface flexible déployable dans l'espace qui est ultra réfléchissante, ultra fine. On parle de 2,5 microns, soit près 50 fois la finesse d'un cheveu. Et une fois mise à poste, on va déployer cette grande voile solaire. Alors nous servons de la force centrifuge, n'est-ce pas, et ensuite de la raideur gyroscopique pour pouvoir maintenir cette grande voile face au soleil. Et une fois face au soleil, les photons vont venir rebondir sur la voile qui réfléchit et petit à petit dans le temps pousser notre voile solaire. Donc en réalité, c'est un petit peu comme un voilier sur les océans qui se servirait du vent, n'est-ce pas? Nous nous servons de la lumière pour être poussés à travers tout le système solaire. Et c'est en ceci que nous sommes un peu révolutionnaires par rapport aux autres types de propulsion que sont la propulsion chimique et électrique, encore une fois. Nous n'embarquons pas de carburant dans nos sondes, ce qui nous permet d'avoir des sondes un petit peu plus miniaturisées qui peuvent avoir des temps de mission beaucoup plus longs. Et c'est ça tout l'intérêt de la voile solaire, c'est avoir des temps de mission beaucoup plus longs
des sondes plus petites et donc, in fine, des missions moins chères. Ce qui ne nous libère pas évidemment du lanceur. Il faut bien le préciser. D'ailleurs, avec vous, ce sera SpaceX, je crois. On va revenir sur les détails de votre première mission. Technologiquement, ça comporte quand même beaucoup de défis. Il y a la question des débris, par exemple. Votre première mission sera en orbite basse. Donc, il y a évidemment la question des débris, puis il y a la question de la surchauffe. Ça, c'est un défi aussi. Les photons, pour que ça aille plus vite, il faut exposer à plus de photons pour aller plus vite. Donc, comment on fait pour échapper à ce problème de surchauffe ? La surchauffe est gérée parce que le matériau que nous utilisons est un polyimide, c'est du plastique qui est aluminisé et qui a été testé dans l'espace, qui a ce qu'on appelle du flight heritage, c'est-à-dire que ce sont des technologies qui sont prouvées dans l'espace et qui peuvent ensuite être industrialisées à des fins commerciales. C'est le projet que nous avons au sein de Gamma. Par rapport à la question des débris spatiaux, il est vrai qu'il y a énormément aujourd'hui de débris en orbite basse, mais à partir du moment où vous partez plus loin dans le système solaire, sur des trajectoires dites interplanétaires, par exemple vous partez vers Vénus, vous partez vers Mars, vous partez vers un astéroïde pour faire de la science exploratoire, là il y a moins de débris spatiaux, mais en revanche il y a toujours ces espèces de micro-météorites, ces particules dans l'espace qui vont venir bien évidemment perturber la voile. La voile a été construite de telle manière, alors j'aime souvent citer cet exemple, nous sommes un peu la haute couture de l'espace, nous sommes un peu les petites mains de l'espace, puisque nous avons plié, nous avons cousu notre voile de telle manière à ce qu'elle ne puisse pas être déchirée si elle vient à être frappée par des micrométéorites. Nous utilisons en somme ce qu'on appelle les ripstops en kitesurf, c'est-à-dire que la voile, pour que les téléspectateurs comprennent, encore une fois, ce sont 4 trapèzes qui sont enroulés au sein d'un satellite et une fois dans l'espace déployés. Cette voile, elle va recevoir différents types de scotch, en général c'est du Kapton adhésif, sur différentes bandes et de manière assez calculée d'un point de vue de l'ingénierie, de manière à ce que si elle est percutée par des micrométéorites, elle ne se déchire pas. Nous savons que nous allons être percutés, mais nous ne voulons pas être déchirés. C'est un peu le projet chez Gamma. Alors François, ce qui est intéressant, c'est, ce qui est plutôt en fait surprenant, c'est qu'on se tourne aujourd'hui vers cette technologie, mais en réalité ça fait des années qu'on parle de ça. Cette propulsion par exemple, elle avait été imaginée même il y a des siècles par Johann Kepler, confirmée par les travaux de Maxwell. Et pourtant, elle n'avait pas séduit ni les agences, ni les ingénieurs, ni les investisseurs. Écoutez, je pense que ça a séduit quand même une génération, ce type de sujet. On pense à Albator, ce genre de choses. Voilà. Non, mais en fait, il faut comprendre que la technologie, ça se mature, ça prend du temps. Là, effectivement, comme lui l'a expliqué, il faut du flight heritage, etc. Donc, c'est en fait un assemblage de technologies existantes qui ont été développées pour des tas de raisons, des tas d'autres missions, qui au fur et à mesure, on peut les utiliser pour créer des nouveaux systèmes. Et ça, c'est extrêmement important. On ne fait rien tout seul, on fait tout parce qu'il y a des briques qui ont été développés par les uns, par les autres. Et juste pour donner un petit exemple, et on en est très content, Gamma utilise pour déployer sa voile, va utiliser en fait des éléments qui ont été réalisés au travers de R&T qu'on a fait avec d'autres sociétés, Nimesis en particulier. Et donc, en fait, tout ça, ça se raisonne en termes d'écosystème. Donc, c'est quelque chose de... il faut le temps que ça se mature. Et puis après, il y a deuxième chose. Comme je vous ai expliqué, on travaille en parallèle sur énormément de sujets sur la propulsion. Donc, qui vont effectivement de la propulsion chimique, et il y en a un certain nombre, propulsion électrique, la voile solaire, propulsion nucléaire aussi, etc. Donc, qui ont des stades de maturité différents. Et donc, nous, en tant qu'agence, on va mettre nos moyens par rapport aux besoins qu'on anticipe sur le marché, sur les besoins des institutions et du commercial. Et on va mettre les moyens nécessaires au bon moment. Et ça, c'est extrêmement important. Et là, c'est le moment. Et là, c'est le moment parce que... Pourquoi c'est le moment ? Parce qu'on a des entreprises comme Gamma, des startups, etc., qui sont capables de prendre toutes ces technologies existantes, de les assembler, de trouver des nouvelles innovations, etc., et de faire ça dans des délais très rapides. C'est-à-dire que nous, sur ces sujets-là, c'était des roadmaps qui étaient quand même assez longues en général. On pense sur ces sujets-là des roadmaps de 15, 20 ans, 30 ans. Et là, en fait, avec des startups, on est capable d'accélérer très rapidement ces roadmaps, et on en est très très content en fait. Et donc ça, c'est un point qu'apportent tous ces acteurs émergents nouveaux et qu'on souhaite soutenir, c'est qu'ils permettent d'accélérer en fait tous ces développements. Ils les accélèrent parce que à la fois
ils sont capables d'aller, je dirais, lever de l'argent à l'extérieur, etc. Et donc ça donne, je dirais, une puissance de frappe plus importante qu'un effet de levier par rapport à ce qu'on peut faire nous tout seuls. Et puis aussi, c'est le mode de développement qui est très différent. C'est-à-dire que là, il y a des prises de risques qui sont assumées. Voilà, on fait un satellite en 12 mois et on l'envoie, etc. Tandis que dans un mode de développement plus classique de ce type de technologie, en général, comme on n'est pas pressé, on ferait ça sur 5 ans et ça durerait effectivement 15 ans. Donc là, l'objectif, c'est vraiment... je ne vais pas parler à ta place. Il y a un intérêt dans l'autre sens aussi. C'est d'aller plus vite. C'est que cet écosystème va plus vite, c'est ça. Mais cet écosystème a aussi besoin de nouvelles solutions d'accès à l'espace, moins cher. Et donc la solution, c'est peut-être aussi pour ça, c'est vous qui allez me le confirmer, qu'on se tourne vers d'autres solutions que la propulsion classique, parce qu'on a besoin d'utiliser moins d'ergols, parce que ça coûte trop cher et que c'est moins accessible à ces nouveaux acteurs, peut-être aussi. Poursuivre ce que vient de dire François, et merci pour cette explication. Je pense qu'il y a deux choses. D'un côté, il y a une maturité d'un point de vue technologique, et on parlait tout à l'heure des briques technologiques, je crois que c'est vraiment le cas. On a assisté à deux phénomènes récemment que l'on qualifie de New Space, sous l'appellation anglo-saxonne. C'est la miniaturisation des composants satellitaires, et de l'autre côté, la réduction des coûts pour l'accès à l'orbite. Ceci a fait qu'il y a beaucoup plus d'opportunités qui se sont ouvertes depuis une quinzaine d'années. Ce phénomène a commencé aux États-Unis d'Amérique dans les années 90-2000 avec des premières sociétés comme Planet et autres. Et aujourd'hui, il y a vraiment énormément de sociétés qui émergent sur la scène spatiale pour vraiment révolutionner l'accès à l'espace et l'utilisation de l'espace. En parallèle de ce phénomène, on a les pays dans le monde, et au premier rang desquels la France et a fortiori l'Europe, qui se positionnent sur ces sujets-là. On a entendu le discours du président de la République sur la question du spatial récemment à Toulouse. Il y a de plus en plus d'initiatives qui sont menées, et François pourra en parler bien mieux que moi, puisque c'est lui l'une des personnes qui est sur ces sujets-là et qui traite de ces sujets-là en direct avec le gouvernement. Mais il y a vraiment une volonté aujourd'hui, je crois, de par les pouvoirs publics et de par aussi l'agence spatiale, que les jeunes entreprises privées, comme la nôtre et comme d'autres entreprises qui existent en France, émergent sur le spatial, proposent des solutions nouvelles et les développent plus rapidement que les temps de mission traditionnels. Et c'est ça, je crois, qui est vraiment intéressant. Ça va permettre aussi de démocratiser cet accès à ce qu'on appelle le deep space, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, aller plus loin que l'orbite terrestre, aller plus loin même que la Lune, aller vers Vénus, vous en parliez, vous allez nous raconter cette mission, ce projet de mission. Et donc, en fait, trouver des solutions disruptives d'un point de vue technologique, ça permettra de démocratiser l'accès et pour les agences, mais aussi pour d'autres acteurs. Oui, exactement. Non, c'est exactement ça. Bon, moi, je confirme pleinement le fait qu'on a une stratégie qui se développe très fortement sur ces acteurs émergents. Là, on doit, dans les jours à venir, signer le contrat d'objectifs entre l'État et le CNES qui fixe en fait les grandes orientations pour les 4-5 ans à venir. Et dans les sujets, ce contrat d'objectifs et de performance va se nommer nouveaux espaces. Donc, voilà, je pense qu'on voit un petit peu le clin d'œil, les références, dans lequel il y a un certain nombre de points centraux qui sont effectivement des choses qui sont, je dirais, traditionnelles, mais très importantes pour le spatial, comme l'autonomie stratégique. Ça, c'est des sujets qu'on a vus de toute façon avec le sommet du spatial, par exemple. Exactement. Et le développement durable, etc. Et un point très important, effectivement, sur le développement de ces acteurs émergents. Et au CNES, on s'est réorganisé globalement depuis 1er janvier pour être en mesure d'être, je dirais, plus performant par rapport à cet accompagnement, parce que, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a 5 ans, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait une entreprise tous les 2 ans qui se crée autour du spatial. Et maintenant, on appuie la création d'une entreprise par semaine. Mais alors, ça ne nous dit pas pourquoi démocratiser l'accès au deep space? À quoi ça servirait? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises dont nous parlons sont pas mal autour de la Terre, ce qu'on appelle l'orbite basse, pour des applications dites terrestres, de l'observation des mers, de l'observation des flux maritimes, de l'observation de l'Internet des objets et autres. Là où Gamma peut-être se différencie des autres entreprises, c'est que d'abord, le marché auquel nous adressons est plutôt d'abord un marché institutionnel. Nous allons plutôt aller vers des agences spatiales, des agences spatiales établies mais aussi émergentes. Pour des missions de recherche scientifique. Pour des missions de recherche scientifique, et nous le faisons dans le deep space. C'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les
startups sont plutôt autour de la Terre. Nous, on part bien plus loin. Et on peut imaginer qu'il y a un marché qui s'ouvre au Deep Space, un intérêt pour un autre secteur que les agences? Alors, deux choses. D'abord, il faut savoir que le secteur spatial est encore largement soutenu par le secteur public. Aujourd'hui, si une société comme SpaceX fonctionne si bien, c'est parce qu'elle a des contrats NASA. Donc, il faut vraiment penser qu'il y a une collaboration fine entre les pouvoirs publics et le spatial. Pour une raison très simple, qui est que le spatial, c'est du stratégique, c'est du militaire, c'est de la recherche scientifique, c'est de la filière R&D. En parallèle de ça, on a quand même, dans le sens de l'histoire, n'est-ce pas, si on regarde un petit peu ce qui se passe, il y a une tendance à ce qu'il y ait de plus en plus d'infrastructures autour de la Lune. Aujourd'hui, on parle du retour de l'homme et de la femme sur la Lune. On pense à de plus en plus de missions d'exploration vers des astéroïdes. Donc, bien évidemment, l'intuition que nous avons chez Gamma, c'est qu'une fois que l'orbite terrestre aura été occupée, ce sera le Deep Space et nous voulons nous positionner dès maintenant sur cette prochaine grande étape pour être un petit peu les leaders du transport low cost du spatial sur le Deep Space. Nous serons un petit peu les, comment dirais-je, porte-containers de l'espace. C'est-à-dire que voilà, nous pourrons transporter des charges utiles très lourdes et aller sur de très très longue distance. Alors vous avez mentionné SpaceX et ça m'amène au sujet que je veux aborder du financement, parce que créer des disruptions technologiques comme celles que vous essayez de faire, c'est-à-dire proposer un nouveau mode de propulsion, ça pourrait bouleverser le secteur de la même façon peut-être que SpaceX avec la réutilisation a réussi à bouleverser ce secteur-là, sauf que SpaceX c'est Elon Musk il avait une fortune colossale derrière à investir pour cette culture de l'échec, de dire on essaie, tant pis si ça marche pas. Comment vous allez faire vous pour être solide financièrement? Quand on essaie de développer une technologie disruptive, c'est un petit peu compliqué quand on n'a pas les fonds d'un milliardaire. C'est toujours un pari. Hein. De toute façon, quand on crée une société, on ne sait pas vraiment là où on va aller. On sait qu'on a une vision, on sait qu'on a un rêve, qu'on partage avec des ingénieurs, qu'on partage avec des gens qui ont cette passion pour l'exploration spatiale. On est soutenu par le CNES, on est soutenu de manière générale par l'État, par la France, parce que voilà, aujourd'hui, il y a de plus en plus de dispositifs, c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec François, qui sont mis en place pour pouvoir aider les jeunes startups. Votre levée de fonds, d'ailleurs, c'est auprès de la BPI, du CNES et d'entrepreneurs privés qu'on ne connaît pas, j'imagine. Donc 2 millions d'euros, mais ça c'est un petit départ. C'est un petit départ, c'est ce qu'on appelle un pré-seed, c'est-à-dire que c'est vraiment un petit fonds d'amorçage pour pouvoir démontrer notre technologie dans l'environnement spatial. Et ensuite, nous tablons sur deux choses. La première, c'est qu'il y ait davantage d'exploration scientifique dans le système solaire. Et au regard de la façon dont le spatial se développe aujourd'hui, on peut tabler que ce sera le cas. Il y aura de plus en plus de missions vers Mars, vers des astéroïdes, vers la Lune, vers Vénus, vers de la météorologie de l'espace. Donc nous voudrions être un type de propulsion, si ce n'est le type de propulsion qui assure ces différentes missions. Et en parallèle de ça, si on regarde encore une fois un petit peu là où vont les choses, on peut se dire qu'il y a des fortes chances que dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années, il y ait de plus en plus d'infrastructures spatiales lointaines pour différents types de besoins, des besoins énergétiques, des besoins télécommunicationnels, des besoins de science et d'exploration, des besoins, je ne sais pas lesquels ils seront, mais en tout cas... Alors ça, c'est des projets long terme, ça veut dire que long terme, c'est plus difficile de convaincre les investisseurs, donc c'est là aussi peut-être que la commande publique aura un rôle important à jouer. Exactement. Ce qu'on perçoit en fait sur ces affaires Deep Space, c'est que globalement, il faut se rendre compte qu'on connaît très peu de choses de l'univers, très peu de choses même de notre système solaire proche. D'ailleurs, le Soleil, on le connaît. Est-ce qu'on le connaît suffisamment? On parle depuis tout à l'heure de développer une technologie autour du Soleil, mais est-ce qu'on a assez d'infos? Ça fait très peu de temps qu'on est allé effleurer le Soleil. C'est vrai que s'approcher du Soleil, c'est tout de suite assez dangereux. Enfin, moi, je ne le conseillerais pas aux téléspectateurs. Mais on a envoyé une sonde. Exactement. Donc il y a ce Solar Parker, etc. Ce sont des technologies extrêmement complexes, justement pour être en mesure de se prémunir de la chaleur, et aussi des radiations, etc. Donc il faut créer des missions pour aller se renseigner sur ça, pour donner les informations ensuite. Oui, alors ce qui est important là, et d'ailleurs c'est pour Gamma et pour d'autres, c'est qu'on s'aperçoit que maintenant il y a des technologies qui sont en train d'être développées et qui vont pouvoir bénéficier à la science, à l'exploration. Et les entrepreneurs ne connaissent pas encore suffisamment les scientifiques qui pourraient être intéressés par ces technologies pour créer des missions, et vice-versa. Finalement, les scientifiques n'ont pas conscience du tout, à ce stade, des opportunités. Et donc là, c'est quelque chose sur lequel on va travailler pour mettre en place un forum de discussion entre scientifiques et entrepreneurs qui ne se connaissent pas forcément. Et ça, c'est une discussion qu'on a eue au dernier comité de programmation scientifique du CNES. Donc on a un comité de programmation avec les scientifiques. On anime cette communauté scientifique pour essayer de voir quelles sont leurs priorités. Et nous, en tant qu'agence, notre mission, c'est de
prendre les priorités des scientifiques et de les aider à réaliser des missions. Et là, il y a un travail de connaissance mutuelle. Et de recréer un dialogue pour faire émerger ces nouvelles technologies. Et là, effectivement, on voit avec les voiles solaires, avec d'autres opportunités techniques, des possibilités de nouvelles missions. Et si on est capable, effectivement, d'avoir des missions qui coûtent 10 fois moins cher et qui sont... on est capable de mettre en œuvre 5 à 10 fois plus rapidement que des très grosses missions. Bien entendu, je pense que les scientifiques vont s'en saisir. Oui, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir pris le temps de venir sur ce plateau. François Alter, conseiller stratégique au CNES, et vous, Louis de Gouillon-Matignon, cofondateur et président de Gamma, en hommage à Vasco de Gama, j'imagine, évidemment. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès lundi sur Bismart.